Pourquoi notre cerveau résiste-t-il au changement? C'est l'objet, c'est le sujet de ce podcast dans lequel je suis ravi de vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et ici, je vais donc vous proposer d'explorer les raisons pour lesquelles notre cerveau, ou le cerveau de vos consultants, résiste au changement, la fameuse résistance au changement. Je vais donc vous expliquer les mécanismes cérébraux, psychologiques qui expliquent cette résistance. Je vais vous donner des stratégies aussi pour aider vos consultants à surmonter ces obstacles. Et enfin, je vais vous parler de ce que vous rencontrez peut-être en consultation d'hypnose ou coaching ou autre d'ailleurs, à savoir les bénéfices secondaires. Alors on va démarrer tranquillement, vous allez pouvoir prendre des notes et puis petit à petit je vais vous accompagner dans ce podcast pour que vous compreniez tout, c'est l'idéal. Alors vous le savez probablement, je vous apprends rien en disant ça, que le cerveau humain c'est une machine, elle est à la fois complexe, extrêmement fascinante. Et ce cerveau, il a une caractéristique qui peut être un petit peu frustrante par moment, surtout quand on est thérapeute et qu'on accompagne des personnes, c'est la résistance au changement. Peut-être que vous avez remarqué que même quand les consultants expriment un désir sincère de changer, d'atteindre un objectif, le terme qu'on utilise très souvent, atteindre d'un objectif thérapeutique, eh bien ils rencontrent des obstacles qui les empêchent de progresser. Pourquoi ça se produit? Eh bien, pour comprendre cette résistance, c'est important de plonger dans les mécanismes cérébraux psychologiques qui peuvent quelque part expliquer ce phénomène. Alors, premièrement, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que notre cerveau, il est conçu pour assurer notre survie. Le cerveau reptilien, c'est ce qu'on explique, c'est préhistorique, voilà. Et donc, au fil de l'évolution, il a développé des circuits neuronaux qui privilégient la sécurité, la prévisibilité, tout ça dans un contexte de survie, bien sûr. Et donc, le changement, par sa nature même, il introduit une incertitude qui peut être perçue comme une menace potentielle. Le changement, c'est un des plus gros stresseurs pour l'homme. Donc, quand on propose à nos consultants d'adopter de nouveaux comportements, de nouvelles façons de penser, de nouvelles habitudes, etc., eh bien, leur cerveau réagit souvent par la peur ou l'anxiété, c'est neurologique, si je peux dire, et donc ils cherchent à maintenir le statu quo. Je vais réévoquer ce statu quo pour éviter tout danger, en tout cas tout danger perçu. Donc cette réaction, elle est due en grande partie à l'amygdale cérébrale, qui est une petite structure qui est impliquée dans le traitement des émotions, dans le traitement de la peur. Et donc, lorsqu'un consultant envisage un changement significatif, bien sûr, on parle de choses significatives, eh bien l'amygdale peut certaines fois déclencher une réponse de stress qui rend ce changement alors plus difficile à mener ou à accepter. Ensuite, il y a la question des habitudes. Elles sont tenaces, les habitudes. Je suis bien placé pour en parler. Elles sont des comportements appris qui deviennent automatiques. C'est assez inconscient, les habitudes. Elles sont inscrites dans les automatismes dans le temps. Et donc, ça veut dire que changer une habitude, ça nécessite non seulement d'en créer une nouvelle, mais aussi de surmonter la force d'attraction de l'ancienne habitude qui est bien ancrée. Je veux retourner vers cette ancienne habitude. J'étais dans ma zone de confort, c'était bien, c'était facile, etc. Donc, bien sûr, ça demande un effort qui est, lui, conscient, un effort qui est soutenu, qui est marqué et qui peut être à certains moments épuisant pour le consultant. Et donc, en tant que thérapeute, on doit aider nos consultants à comprendre que la création de nouvelles habitudes, ça prend du temps et ça nécessite de la patience et souvent de la persévérance. Je vais vous donner, je vais vous parler d'une dame de 85 ans, ça fait quelques années, elle est venue me voir en consultation d'hypnose et cette dame avait des douleurs chroniques parce que je voudrais évoquer les bénéfices secondaires et je vais avoir l'occasion d'y revenir. La résistance au changement, elle peut être la signature de bénéfices secondaires. J'illustre mes propos. Cette dame a 85 ans, elle a des douleurs diffuses liées à de l'arthrose et elle vient me voir en consultation, elle n'a pas de voiture, elle n'a pas le permis, c'est son fils qui l'amène. Et
Je reste tout seul avec elle, hein, son fils attend dans la salle d'attente. Elle me décrit effectivement des douleurs chroniques depuis des années, qui sont diffuses, liées à une arthrose, et cetera. Donc je lui propose de l'éduquer, de l'autonomiser, des séances d'hypnose, et cetera. Ça se passe plutôt bien pendant la première séance, mais je sens une espèce de réticence, une espèce de résistance que je vais caractériser un petit peu plus tard, résistance au changement à cause d'un bénéfice secondaire. Je revois cette patiente, cette dame, 2 à 3 semaines après, et c'était toujours les samedis. 2 à 3 samedis plus tard, elle revient avec son fils et elle me dit: «Écoutez, j'ai quasiment plus de douleur, mais je vais arrêter, je ne veux plus vous voir». Bon, alors j'essaie de comprendre, peut-être que j'ai eu un comportement inadapté, peut-être que, j'ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu, peut-être que bon, et en fait, je comprends et elle me le décrit, alors, je vous la fais courte, hein, elle me décrit que, son fils, qui l'amène donc en consultation le samedi, eh bien, il ne vient la voir que les samedis parce que le reste de la semaine, il travaille. En plus, elle habite dans un village isolé, à 60 kilomètres de son fils, qui met à peu près 1 heure aller et 1 heure retour pour aller voir sa maman. Eh bien, c'est grâce à ces douleurs que cette dame a la visite de son fils, parce que j'ai les douleurs. Donc j'ai beaucoup de mal à faire certaines choses. Il m'aide, je ne peux plus faire mes courses. Le samedi, on fait les courses ensemble, etc. Donc grâce à ces douleurs, toutes les semaines, elle a la visite de son fils. Et elle comprend très vite, et elle a tout à fait raison, probablement, je ne peux pas juger, je ne sais pas, elle comprend très vite que si elle n'a plus ces douleurs, eh bien, elle perd la visite de son fils. Donc on est clairement dans un bénéfice secondaire, elle est ancrée là-dedans, et je peux vraiment aisément le comprendre. Encore une fois, je ne juge pas, c'est factuel, je constate. Alors je lui dis, voilà, on va trouver un espèce de consensus, vous et moi, parce qu'il y a certaines fois où vous avez le droit de mentir. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que je vous dis de faire. On va se voir en tout et pour tout 2 séances. Peut-être que vous ne voulez pas continuer. Effectivement, elle ne continue pas. Elle me dit que les douleurs ont bien diminué, mais elle veut arrêter. Voilà ce qu'on va faire. On va faire la séance aujourd'hui de façon à ce qu'elle vous soit la plus bénéfique possible. Et puis vous allez continuer les exercices sans peut-être rien dire à personne, vous verrez. Et de cette façon, vous pourrez un tout petit peu mentir en disant que vous avez toujours mal, qu'avec Monsieur Vigneron, ça n'a pas bien marché. Moi, je m'en fous, c'est pas grave. Et donc, vous allez récolter le beurre, l'argent du beurre et la crémière, si je peux dire. Je ne présente pas ça comme ça, vous vous en doutez. C'est-à-dire que vous aurez moins de douleur, vous serez toujours confortable, vous serez de nouveau confortable grâce aux exercices que vous allez pratiquer, grâce à votre assiduité, votre coopération, et vous aurez toujours la visite de votre fils. Donc vous conserverez ce bénéfice secondaire parce que lui croira que vous avez toujours mal. Et on est parti là-dessus. On a fait la deuxième séance, une lévitation du bras qui d'ailleurs a bien fonctionné, elle était contente. Et après, cette alliance thérapeutique, elle n'est qu'entre moi et la consultante qui prend la responsabilité de mentir ou pas. Je lui propose une solution. Peut-être que certaines personnes parmi vous vont dire oui, mais c'est malveillant, ben oui, mais moi, elle vient me voir pour un objectif et je ne vois pas comment une femme de 85 ans pourrait se priver de la visite de son fils. Voilà, bref, c'est un cheminement aussi intellectuel, quelque chose qu'il faut accepter. Vous pouvez me dire sous cette vidéo, enfin sous ce podcast, si vous êtes d'accord avec ça ou pas. J'ai pas eu de nouvelles par la suite, mais je pense qu'elle a un petit secret à elle. Voilà. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire, résistance au changement, et c'est une façon de un peu les contourner. Je ne dis pas qu'on fait comme ça à chaque fois, mais en tout cas, moi j'ai trouvé cette solution-là. Un autre facteur clé dans ces fameuses résistances au changement, eh bien, c'est le biais cognitif connu sous le nom, j'en ai un tout petit peu parlé précédemment, de statu quo. C'est un biais qui pousse les individus à préférer les choses telles qu'elles sont plutôt que d'opter pour quelque chose de nouveau. Ça s'explique par le fait que le cerveau évalue souvent les pertes potentielles associées au changement comme étant plus importantes que les gains possibles. Je perds plus que ce que possiblement je pourrais éventuellement gagner. En d'autres termes, si je traduis, la peur de perdre ce qu'on a déjà, elle peut être plus forte que l'attrait des bénéfices qu'un changement pourrait apporter. De plus, il faut considérer l'influence des croyances limitantes, moi je les appelle volontiers les croyances massacrantes sur la résistance au changement.
Vous avez des consultants qui peuvent avoir des croyances qui sont profondément ancrées, enracinées sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, aussi bien sûr sur leur environnement, ce qui peut entraver leur capacité à changer. Par exemple, un consultant qui croit qu'il n'est pas digne de réussir, de succès ou qu'il ne mérite pas d'être heureux, eh bien il aura du mal à adopter des comportements qui pourraient améliorer sa vie. Ces croyances, elles agissent comme des filtres à travers lesquels ils interprètent leurs expériences et ils peuvent renforcer ainsi donc leur résistance au changement. Le stress chronique, eh bien il faut y penser parce qu'il influence la capacité d'un consultant à changer. Je vous ai dit, un des plus grands stresseurs pour l'homme, alors il y a le deuil, il y a le divorce, etc., il y a aussi le changement. Donc le stress constant, le stress chronique, il peut altérer le fonctionnement cérébral en affectant notamment l'hippocampe et le cortex préfrontal, qui sont deux régions qui sont essentielles pour la mémoire et la prise de décision. Donc vous comprenez que quand vous accompagnez des personnes, n'hésitez jamais, que ce soit dans un contexte de douleur, de changement, quel qu'il soit, de toute façon il y a toujours un changement, vous les accompagnez, selon moi, systématiquement sur le stress. Vous leur donnez une bonne méthode de gestion du stress. Alors, je vais y revenir sur ce fameux stress. Avant cela, j'aimerais vous proposer de vous inscrire gratuitement à un webinaire qui s'intitule « Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching ?» Pour vous y inscrire, ça se passe sous cette vidéo. Ce webinaire, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec le docteur Philippe Pincalé. Il est neurochirurgien, il est docteur en neurosciences, il est formateur en hypnose, donc il connaît le cerveau de très très près parce que je vous l'ai dit, il est neurochirurgien. Alors au programme de cette web conférence, quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau, celles qui sont les plus répandues en coaching, en thérapie, ça c'est intéressant. Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau. Comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences. Nous allons aussi parler d'expériences de mort imminente. Je vais poser cette question à Philippe Pincalé. Qu'en disent les neuroscientifiques qu'il est? On va aussi aborder deux indispensables pour traiter une phobie. Comment intégrer les découvertes récentes des neurosciences en tant que coach ou thérapeute. Et bien sûr, il va répondre aux questions posées. Attention, attention, le nombre de places est limité. Inscrivez-vous vite. Ça se passe, comme je vous l'ai dit, sous cette vidéo, dans la description de celle-ci. Alors un consultant qui est stressé donc d'une façon chronique peut avoir des difficultés à planifier efficacement ou à se souvenir des raisons pour lesquelles il souhaite changer ses comportements. Planification, pourquoi je veux modifier mes comportements? Je suis inscrit entre guillemets dans une dynamique de stress chronique, eh bien ça peut altérer ses capacités. Donc quand vous êtes thérapeute, soyez conscient qu'il est bénéfique pour vos consultants de les aider à gérer leur stress pour qu'ils puissent aussi aborder le processus de changement avec un esprit, un mindset qui est clair, qui est concentré parce que notamment ils vont pouvoir planifier plus facilement. Et puis j'aimerais souligner l'importance d'un objectif clair et motivant aussi bien sûr pour surmonter la résistance au changement. Il doit être clair, il doit être motivant. La motivation, ça permet souvent de se surpasser. Vos consultants doivent avoir une vision vraiment claire de ce qu'ils souhaitent atteindre et pourquoi c'est important pour eux. Donc, un objectif bien défini peut servir de boussole, de GPS, pour guider leurs actions et augmenter leur motivation face à ces défis. Je les caractérise comme étant des défis de changement. Pour moi, avoir un but précis, ça permet également aux consultants d'évaluer ses progrès avant, après, donc je vois mes progrès, et d'ajuster ses stratégies si nécessaire. Personnellement, je propose aux consultants, et c'est un autre point que j'aimerais aborder dans ce podcast, je propose aux consultants de travailler par étapes. Petites étapes, mais régulières. C'est le Kaizen, c'est la méthode des petits pas. Par exemple, si vous avez un consultant qui souhaite maigrir, commencez par intégrer quelques minutes supplémentaires d'activité physique chaque jour. C'est plus facile, plus gérable qu'un programme intensif dès le départ, que de toute façon, globalement, en tout cas pour 9 consultants sur 10, ils ne feront pas parce que l'effort est trop important.
Je reviens sur les bénéfices secondaires. J'aimerais vraiment insister là-dessus dans ce podcast pour vous montrer à quel point ils sont ancrés. Je vais prendre l'exemple d'une actrice très connue, c'est Mimi Mati. Mimi Mati, peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, que si elle rencontre le succès dont elle bénéficie aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est une femme de petite taille. Alors j'aimais cette hypothèse, grâce à sa petite taille, euh, elle a pu commencer, je crois que c'était chez Philippe Bouvard, et puis devenir actrice, et puis ensuite produire une série depuis maintenant 20 ou 25 ans, enfin depuis très 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 longtemps, qui s'appelle Joséphine Ange Gardien, si je ne me trompe pas. Voilà, tout ça probablement grâce à sa petite taille. Donc petite taille et donc bénéfice secondaire, toute sa carrière qu'elle a pu embrasser, carrière longue et belle carrière, je pense, enfin c'est factuel. Mais imaginons maintenant, il y a un espèce de vaccin, un remède miracle, un médicament, je ne sais pas quoi. Voilà, Madame Mimimati, ce médicament vous permet de retrouver une taille normale. Que répondrait-elle? Je ne sais pas, je ne l'ai pas interrogée. Probablement que non, parce que si elle perd ses bénéfices secondaires, à savoir sa carrière, à savoir l'argent qu'elle gagne, à savoir sa notoriété, la vie qu'elle vit grâce à tout ça, donc grâce à sa petite taille, probablement qu'elle va vouloir conserver sa petite taille donc ce sont des bénéfices secondaires. Donc parfois, ce que je veux vous dire, c'est que les bénéfices secondaires qui provoquent la résistance au changement, il ne faut pas forcément les traiter. Parfois, il y a aussi une forme d'acceptation d'une façon ou d'une autre. C'est peser le pour et le contre, le bénéfice, les avantages. Ça revient au premier cas que j'évoquais avec vous, cette dame de 85 ans, peut-être trouver un petit consensus, un petit mensonge, ou voilà, pour effectivement accepter ce changement sans perdre les bénéfices secondaires. Bon, pour Mimi Mati, c'est autre chose parce que je pense qu'il n'y aura jamais de vaccin, de remède miracle qui lui permettent de retrouver une taille normale. Alors en fin de compte, je crois que notre rôle en tant que thérapeute, il n'est pas seulement d'aider nos consultants à comprendre pourquoi ils résistent au changement, mais aussi leur fournir des outils nécessaires pour évaluer et atteindre leurs objectifs. Typiquement, c'est ce que j'ai fait avec cette dame de 85 ans. La gestion du stress, la planification, la communication. Elle aurait pu, cette dame de 85 ans, expliquer à son fils, voilà, j'ai plus de douleur, mais je veux continuer à te voir, mais c'était pas, je veux que tu viennes me voir tous les samedis comme tu l'as toujours fait, même si j'ai plus de douleur, mais c'était pas une stratégie qu'elle voulait adopter. Ça peut être l'acceptation, ça peut être changer de travail, etc., etc. Changer de travail, c'est un dernier exemple que je vous donne. Ce monsieur vient me voir pour une hernie discale, effectivement, caractérisée par l'IRM L5-S1, donc c'est assez fréquent, les hernies discales localisées au niveau du rachis sur L5-S1. Et ce monsieur, il est en arrêt de travail depuis 3 mois, il est chauffeur de bus et la position assise pour des personnes qui sont lombalgiques, enfin qui ont des hernies discales, eh bien, elle est peu recommandée. Pour autant, il n'y a pas de contre-indication neurochirurgicale à pouvoir reconduire, d'après ce qu'il me dit. Ça l'arrange bien de conserver ses douleurs. Et il me dit, oui, mais voilà, il me le dit clairement, si j'ai plus de douleur, je vais devoir retravailler. Probablement. Vous allez avoir un médecin qui va évaluer tout ça, très certainement. Et donc, on en est arrivé en discutant, vous voyez, c'est aussi de la communication en tant que thérapeute ou que coach. Peut-être que c'est le moment de vous reconvertir, de faire un autre travail, un petit peu comme si vous alliez pouvoir profiter de cette hernie discale, de ces douleurs, de ces lombalgies, de ces douleurs qui sont pour vous chroniques, pour trouver un autre métier dans lequel vous allez vous épanouir, parce que ce qu'il me disait, il ne s'épanouissait plus du tout dans son travail, il y avait des conflits avec la hiérarchie, puisque la société de bus venait d'être rachetée, enfin bref, voilà. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait, et il avait envie de se reconvertir dans l'entrepreneuriat en tant qu'artisan de je ne sais plus quoi, ça fait longtemps, je ne sais plus en tant que quoi, je ne sais pas s'il a mené à bien cet objectif, mais voilà, c'est une autre façon de procéder. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris
Beaucoup de choses. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, alors profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis, pensez à vous inscrire au webinaire avec le docteur Pincalé. Vous allez voir, c'est passionnant. Il est passionnant. On va apprendre plein de choses ensemble. Je vous retrouve dans ce webinaire avec grand plaisir, ainsi que dans d'autres vidéos. À très bientôt.